Un PDG millionnaire perd un pari et doit épouser une femme SDF. Mais le jour du mariage, elle révèle être l'héritière d'un empire plus grand que le sien. Dans les hauteurs vitrées d'un immeuble dominant le 8e arrondissement de Paris, Étienne Moreau régnait comme un roi sans couronne. À seulement 38 ans, il était à la tête de la Moreau Tech, une entreprise de technologie de pointe cotée en bourse et convoitée dans toute l'Europe. Les médias l'appelaient « l'empereur du numérique français », un titre qu'il ne contredisait jamais. Son visage apparaissait sur les couvertures de magazines économiques, et son nom résonnait dans les dîners mondains comme celui d'un génie visionnaire ou d'un joueur dangereux, selon les opinions. Il roulait dans une Bugatti Chiron, bleu nuit, portait des costumes sur mesure de chez Sifonelli et vivait dans un penthouse minimaliste à 2 pas de la tour Eiffel avec vue sur la Seine. Sa fortune personnelle dépassait les 2 milliards d'euros, mais c'était son arrogance, plus que ses chiffres, qui faisait parler de lui dans les cercles d'élite. Étienne Moreau n'avait pas de temps pour les sentiments, encore moins pour les attaches. Il ne croyait ni en l'amour, ni au hasard, ni aux obligations sociales. Pour lui, tout était question de stratégie, y compris les relations humaines. C'est lors d'un week-end prolongé à Saint-Tropez, au bord d'une piscine infinie d'une villa prêtée par un magnate du pétrole, que tout dérapa. Le champagne coulait depuis le début de l'après-midi, les conversations s'étiraient, entre anecdotes de yachts et paris financiers absurdes. Autour de lui, une douzaine d'hommes aussi riches qu'ennuyés riaient bruyamment, comme des adolescents jouant à être adultes. Étienne, avec son habituel sourire en coin, lança une provocation. « Je suis capable d'épouser la première inconnue croisée dans la rue. N'importe qui, je parie 100 000 euros. » Le silence se fit une seconde, puis l'un de ses rivaux, un investisseur lyonnais nommé Grégoire Bellamy, répliqua « C'est noté, mais tu devras le faire à ton retour à Paris, et on veut une preuve, une vraie cérémonie, pas une mise en scène. » Les rires explosèrent. Étienne, légèrement éméché, hocha la tête sans hésiter. Marché conclu. 2 jours plus tard, de retour dans sa ville, la gueule de bois dissipée mais l'orgueil intact, Étienne ne fit rien pour se rétracter. Il ne supportait pas l'idée de perdre, surtout face à des hommes qu'il considérait comme ses inférieurs intellectuels. Pour lui, ce pari n'était qu'un jeu, un caprice excentrique. Il ne doutait pas une seule seconde qu'il saurait tourner cette situation à son avantage. Après tout, il contrôlait toujours le récit. Il allait choisir une inconnue, lui faire une proposition qu'elle ne pourrait refuser, organiser un mariage discret, puis, dans quelques semaines, orchestrer un divorce stratégique avec une généreuse compensation et une clause de confidentialité. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que la vie, parfois, joue ses propres cartes. Dès son retour à Paris, il convoqua son garde du corps personnel, un colosse nommé Léon, silencieux mais fidèle, et lui donna une simple consigne. « Nous allons marcher, trouver quelqu'un, et je vais tenir ma promesse. » Léon, sans poser de questions, lui ouvrit la portière de la voiture noire aux vitres fumées. Étienne monta, le regard fixé sur la ville qui défilait. Il choisit le 11e arrondissement, un quartier contrasté où la gentrification côtoyait encore les marches. Il voulait que le choix soit évident, incontestable. Une inconnue sans lien, sans influence, sans histoire. Mais Paris, cette ville de lumières et de secrets, allait lui offrir bien plus qu'une simple passante. Le ciel de Paris était couvert. Ce matin-là, les nuages bas déposaient une lumière grise sur les pavés humides du 11e arrondissement. Étienne, drapé dans un manteau de laine anthracite, arpentait les rues accompagné de Léon, dont la silhouette imposante fendait les passants comme un navire dans la brume. Il observait les vitrines de boutiques fermées, les devantures de cafés encore désertées, les rares visages pressés, mais rien ne retenait son attention. Il voulait une scène, un tableau, quelque chose d'un peu dramatique. Il cherchait une personne, une figure presque théâtrale. Puis il la vit. Assise sur un trottoir près de la rue de la Folie-Méricourt, une jeune femme aux cheveux bruns emmêlés tenait un vieux violon sans cordes. Elle ne jouait pas. Elle regardait fixement le bois fissuré de l'instrument, comme si elle essayait de se souvenir d'un son qu'il ne pouvait plus produire. Autour d'elle, quelques pièces traînaient dans un gobelet en carton vide. Son manteau beige était sale, mais ses bottines en cuir semblaient étonnamment intactes. Il y avait en elle quelque chose qui jurait avec le décor. Une prestance involontaire, une pose figée comme une statue antique oubliée dans une rue moderne.
Étienne s'arrêta à 3 mètres. Léon, perplexe, lui jeta un regard discret. Mais le milliardaire s'avança, main dans les poches, puis s'accroupit devant la femme. « Bonjour, dit-il. Tu t'appelles comment ?» Elle leva lentement les yeux. Un regard d'un vert inhabituel, presque doré, le transperça sans ciller. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle le scruta comme on regarde une peinture suspecte, brillante, mais vide. « Tu viens me jeter quelques centimes pour soulager. T'as conscience ?» répondit-elle finalement d'une voix rauque mais posée. Étienne sourit, légèrement piqué. « Non, je viens te proposer quelque chose d'un peu plus original. » Elle haussa un sourcil puis regarda autour d'eux, comme pour vérifier qu'ils ne tournaient pas un film caché. « Je suis sérieux. Je veux me marier avec toi. » Elle éclata d'un rire bref, sans joie. « Tu es fou ?»« Non, juste ambitieux, et je tiens toujours mes engagements. » Elle se leva lentement, prenant le violon sans hâte. Elle était plus grande qu'il ne l'avait cru. Sa silhouette fine se redressa, son regard désormais à la hauteur du sien. « Tu veux que je t'épouse juste comme ça? Tu me choisis au hasard, sans savoir qui je suis, ce que je vaux? » Exactement. Un silence tendu s'installa. Les bruits de la ville semblaient s'éloigner. Étienne, sûr de son pouvoir, de persuasion, attendait qu'elle se laisse séduire par la folie de l'offre. Il s'attendait à une hésitation, peut-être à une fuite. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était l'immobilité glaciale de cette femme, et encore moins sa réponse. « D'accord, dit-elle simplement. » Étienne cligna des yeux. « Quoi? J'accepte, allons-y. Marions-nous, je n'ai rien à perdre. » Il sentit une drôle de chaleur dans la poitrine, comme un vertige mal placé. Il tenta de récupérer le contrôle. « Tu n'as même pas demandé pourquoi. Tu n'as pas demandé qui je suis non plus, non? Alors, égalité. » Elle tendit la main. « Camille. » Camille durait. Il la serra, troublé. Sa paume était froide mais ferme, son regard toujours ancré dans le sien. « Étienne Moreau, je sais. » Elle tourna les talons et marcha en direction opposée. Léon, resté silencieux, s'approcha de son patron, visiblement désorienté. « Elle est sérieuse? On dirait bien, murmura Étienne. « Et vous? Vous allez vraiment faire ça ?» Il regarda la silhouette de Camille s'éloigner lentement, sans se retourner. Un sourire énigmatique se dessina sur ses lèvres. « Maintenant, oui, ce sera intéressant. » Il ne le savait pas encore, mais il venait de mettre en marche quelque chose bien plus vaste qu'un pari entre milliardaires. 3 jours seulement après leur rencontre, Camille Duret traversa les portes vitrées du prestigieux immeuble situé avenue Montaigne, dans le 7e arrondissement, tenant à la main un sac de voyage élimé qui tranchait violemment avec le marbre blanc et les dorures de la réception. Les employés de l'immeuble, habitués aux célébrités et aux personnalités politiques, se figèrent un instant en voyant cette femme au manteau froissé et à la démarche calme entrer dans l'ascenseur privé, escortée par Léon. Dans l'appartement d'Étienne, une immense baie vitrée offrait une vue dégagée sur la tour Eiffel. Le mobilier était d'un minimalisme glacial, lignes droites, teintes neutres, surfaces impeccables. Camille balaya l'endroit du regard, posa son sac à l'entrée sans demander où était sa chambre, puis alla s'asseoir dans le canapé blanc, sans ôter ses chaussures. Étienne, debout près du bar, observait la scène comme s'il venait d'introduire un animal sauvage dans une galerie d'art. « Tu peux faire comme chez toi », lança-t-il d'un ton sec, presque ironique. « Je ne comptais pas demander la permission, répondit-elle sans même le regarder. Le silence s'installa. Elle n'avait pas posé de questions, pas exigé d'explications. Elle avait simplement accepté l'invitation comme on entre dans une pièce prévue depuis longtemps. Cela déroutait Étienne. Il avait prévu du scepticisme, du stress, voire de la gratitude, pas ce calme souverain, presque insolent. Le lendemain, il convoqua son assistante, Amandine, une femme stricte et élégante à l'emploi du temps millimétré, pour organiser les formalités légales du mariage. Camille signa les papiers sans lire les clauses. Étienne, intrigué, s'arrêta net. « Tu ne veux pas consulter un avocat, lire le contrat prénuptial. Pourquoi faire? Tu crois vraiment que je veux toucher ton argent? Tu serais la première à ne pas le vouloir. » Elle haussa les épaules. « Ce n'est pas parce que je vis dans la rue que je suis idiote. Je sais très bien ce que je vaux. Les employés du Pentouse, femme de ménage, chef cuisinier, styliste personnel et même le fleuriste hebdomadaire commencèrent à chuchoter. Les regards se faisaient plus lourds, les remarques plus tranchantes.
Amandine, furieuse, fit savoir à Étienne qu'elle refusait d'organiser le mariage, tant que la mendiante serait là. Il la congédia sans ménagement, mais Camille, elle, semblait inébranlable. Elle s'habillait toujours simplement, se coiffait sans soin particulier, et ne touchait jamais à la garde-robe luxueuse mise à sa disposition. Elle refusait les repas préparés, préférant se faire des tartines avec du pain rassis qu'elle gardait dans un sac en toile. Un matin, elle sortit de la douche en chantonnant une vieille chanson de Barbara et trouva Étienne dans la cuisine, accoudé au comptoir. « Tu fais ça pour me provoquer ?» demanda-t-il. « Je vis comme je veux, tu m'as fait venir ici, pas l'inverse. Alors impose-moi tes règles, tant qu'à faire. » Elle le fixa, un sourire imperceptible aux lèvres. « Très bien. Pas d'événements publics, pas de photos, pas de réseaux sociaux, et tu cuisines une fois par semaine. » Il écarquilla les yeux. « Tu plaisantes ? Pas du tout. Si on doit vivre ensemble, ce ne sera pas à sens unique. » Il explosa de rire, puis s'interrompit en voyant qu'elle ne riait pas. Elle était sérieuse. Le jeu prenait une autre tournure. La semaine suivante, Étienne tenta de faire un risotto. Il rata la cuisson du riz, oublia le parmesan, mais Camille mangea sans critiquer, avec une lenteur déconcertante. À la fin du repas, elle murmura simplement « Il faudra plus de bouillon la prochaine fois ». Chaque jour, elle s'imposait un peu plus, sans violence, sans confrontation. Elle déplaçait un fauteuil ici, rangeait une pile de livres là, ouvrait les fenêtres malgré les caprices de la climatisation. Elle lisait tard dans la nuit, buvait du thé noir au lieu du champagne, écoutait des vinyles oubliés que personne n'avait touchés depuis des années. Les employés, déconcertés par son calme, commencèrent à l'éviter. Mais le plus étrange, c'était l'effet qu'elle produisait sur Étienne lui-même. Il se surprenait à penser à elle-même lorsqu'il était au travail, à ses silences pleins de sens, à ses regards qui semblaient voir au-delà des façades. Elle ne posait aucune question sur sa fortune, ses entreprises ou ses voyages. Elle ne cherchait pas à plaire. Elle était là, simplement, comme si tout cela n'était qu'un interlude dans sa propre vie. Étienne, habitué à être le centre de toutes les attentions, commençait à ressentir un malaise inédit. Et si c'était lui, cette fois, qu'on ne voyait pas vraiment? Les jours s'allongeaient lentement, comme suspendus entre deux mondes qui ne parvenaient pas à se rejoindre. Le luxueux appartement d'Étienne, autrefois terrain de passage pour mannequins, investisseurs ou journalistes, était devenu un espace silencieux, presque monacal. Camille y évoluait avec une aisance paradoxale, comme si elle avait toujours vécu parmi les tapis d'Orient, les œuvres d'art modernes et les murs blancs immaculés. Mais elle ne s'adaptait pas, elle imposait, doucement, méthodiquement. Étienne, quant à lui, oscillait entre irritation et fascination. Il avait accepté ces règles presque par orgueil, convaincu qu'il les briserait vite par ennui ou exaspération. Mais les jours passaient, et il n'arrivait pas à s'en détacher. Elle refusait les événements publics. Il annula un gala caritatif. Elle lui interdit les réseaux sociaux. Il supprima temporairement son compte Instagram. Et chaque mercredi, il cuisinait. Mal mais sincèrement. Camille ne le remercia jamais. Elle ne complimenta jamais ses plats, ne félicita pas ses efforts. Elle se contentait de manger, de l'écouter râler sur les oignons ou de le regarder chercher une spatule, qu'à la fin, elle faisait la vaisselle, en silence, sans un mot. Mais quelque chose changeait. Étienne le sentait dans les silences moins lourds, dans les regards plus longs qu'ils échangeaient malgré eux. Un soir, alors qu'il sortait les restes d'un gratin de courgettes du four, il lui demanda soudain « Tu as toujours été comme ça ?»« Comme quoi ?»« Calme, inébranlable, détaché de tout. » Elle haussa les épaules, s'essuyant les mains. « Je ne suis détaché de rien. Je choisis seulement ce qui mérite mon attention. » Cette réponse le troubla plus qu'il ne voulait l'admettre. Camille ne cherchait pas à se faire aimer ni à se rendre intéressante, et c'est précisément cela qui la rendait impossible à ignorer. Un autre soir, Étienne invita un ami intime à dîner. Charles, un avocat de longue date qui connaissait tous ses secrets. Charles, en voyant Camille, eut un mouvement de recul discret avant de lui tendre la main. « Enchantée, mademoiselle. »« Durée, » répondit-elle. Le dîner fut tendu. Charles tenta quelques plaisanteries, posa des questions déguisées, mais Camille les esquiva toutes avec une élégance tranquille. À la fin, lorsqu'il fut parti, Étienne, agacé, lui demanda « Tu comptes toujours jouer à la femme mystérieuse ? Tu pourrais au moins essayer d'être aimable. » Elle le regarda sans colère,
Tu veux que je sois aimable pour qui? Pour tes amis qui me regardent comme une erreur sociale? Ou pour toi qui m'as choisi pour me transformer en trophée? Il resta figé. Elle n'élevait jamais la voix, et pourtant chaque mot frappait comme une gifle. Le lendemain, il se rendit au bureau plus tôt que d'habitude. Toute la journée, il ne put se concentrer. Son esprit revenait sans cesse à la femme qu'il avait installée dans son appartement et qu'il ne comprenait toujours pas. Il décida de la surprendre. Il acheta des fleurs, rares et coûteuses, et rentra chez lui avec un bouquet de pivoines blanches. Lorsqu'il entra, Camille était assise dans le salon, un vieux livre ouvert sur ses genoux. Elle leva les yeux vers lui, puis vers les fleurs. « Elles sont magnifiques, » dit-elle simplement. Il sourit un peu désarmé. « Je pensais que tu dirais que c'est inutile. Ce n'est pas parce que je ne les attendais pas que je ne peux pas les apprécier. » Elle se leva, prit les pivoines, les sentit, puis les plaça dans un vase transparent qu'elle nettoya soigneusement avant d'y verser de l'eau fraîche. Étienne s'assit, la regardant faire, envahi par une sensation qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. La paix. Pas le silence glacé des réunions maîtrisées, ni le calme stratégique des contrats bouclés, mais une paix fragile, vivante. Camille était là, et pour la première fois, il n'avait pas envie de l'interrompre. Les jours suivants, il tenta de l'apprivoiser, ou peut-être de s'apprivoiser lui-même. Il lut les livres qu'elle lisait, essaya d'écouter, les vinyles poussiéreux, et même de comprendre pourquoi elle passait autant de temps à observer la ville depuis la terrasse. Mais il ne trouvait pas les réponses. Il trouvait seulement des couches, des gestes, des silences qui lui échappaient. Puis, un matin, alors qu'il prenait le petit déjeuner, pain grillé et café noir, elle lui dit calmement « Tu ne poses jamais de questions sur moi, parce que tu ne veux pas y répondre. Peut-être, mais tu ne demandes même pas. » Il sentit une pointe de gêne. Elle avait raison. Il l'avait intégré à son quotidien comme on intègre, à un décor étrange, fascinant mais lointain. « Qui es-tu, Camille ?» murmura-t-il finalement. Elle le fixa longuement puis se leva. « Je te montrerai. Pas maintenant, mais bientôt. » Il ne répondit pas. Il la regarda s'éloigner vers la chambre d'amis qu'elle avait transformée en repère. Et pour la première fois, il sentit que le jeu avait changé de camp. Le mois d'avril avançait, et Paris retrouvait ses parfums d'humidité douce et de pollen discret. Étienne, sous l'influence d'une impulsion qu'il ne s'expliquait pas, proposa à Camille de faire une promenade dans Montmartre. Il s'attendait à un refus. Elle détestait les lieux touristiques, mais contre toute attente, elle accepta. Ils prirent un taxi en fin d'après-midi, évitant les heures de foule. À leur arrivée, Camille descendit en silence. Le regard tourné vers les pavés inégaux, comme si elle retrouvait un vieux souvenir. Elle avançait lentement, avec une forme de retenue dans les gestes. Étienne la suivait de près, curieux mais respectueux. Il n'osait pas briser cette atmosphère étrange, cette tension douce qui semblait l'entourer. Ils marchèrent le long de la rue des Saules, passèrent devant le célèbre Lapin Agile, puis montèrent les escaliers qui mènent à la place du Tertre. Il y avait peu de monde, quelques artistes encore installés sous des parasols délavés, des touristes dispersés. Camille s'arrêta devant une vieille maison aux volets bleus, les yeux perdus dans un point invisible. « J'ai vécu ici », murmura-t-elle. Étienne fronça les sourcils. « Avant la rue ?» demanda-t-il. Elle acquiesça, sans ajouter un mot. Puis, alors qu'ils reprenèrent la marche, un vieil homme aux cheveux argentés, vêtu d'un manteau en tweed, sortit d'une boutique d'antiquités voisine. Lorsqu'il aperçut Camille, il s'immobilisa net. Il s'approcha d'eux avec prudence, comme si ses yeux ne croyaient pas ce qu'ils voyaient. « Mademoiselle Duret » souffla-t-il. Camille se figea. Étienne sentit la crispation immédiate de son corps, mais elle ne bougea pas. « Mademoiselle Camille Duret, c'est bien vous ?» Le vieil homme s'inclina légèrement, presque en révérence, un respect ancestral dans le geste. Camille lui fit un léger signe de tête, puis posa doucement une main sur son bras. « Monsieur Delorme, vous êtes toujours là. Je n'ai jamais quitté cette rue, mademoiselle. Jamais. » Étienne observait la scène avec attention. Il ne comprenait pas tout, mais le nom venait de résonner dans sa mémoire. Duret, un nom familier, ancien, presque mythique dans certains milieux. Il resta silencieux, mais son esprit tournait à toute vitesse. Le vieil homme insista. « Vous devriez revenir. Vous êtes attendu depuis longtemps. » Camille baissa les yeux, puis esquissa un sourire triste.
« Pas encore, monsieur Delorme, pas encore. » Elle le salua, puis reprit sa marche, sans se retourner. Étienne resta quelques secondes de plus, observant Delorme qui le fixait d'un regard lourd de sous-entendu. « Prenez soin d'elle, dit-il. Elle n'est pas ce qu'elle paraît. » Le trajet de retour fut silencieux. Dans la voiture, Camille regardait par la fenêtre. Étienne, lui, ne cessait de repasser la scène dans sa tête. Le respect dans la voix du vieil homme. Le nom, le pincé. « C'était qui ?» demanda-t-il enfin. « Un voisin, répondit-elle. Il t'a appelé Mademoiselle Duret, comme si tu étais quelqu'un d'important. » Elle tourna lentement la tête vers lui. « Est-ce que ce serait un problème ?» Il secoua la tête. « Non, mais je veux comprendre. Tu comprendras quand tu seras prêt. » Cette réponse le désarma. Depuis quand était-il celui qui attendait des révélations? Depuis quand acceptait-il des demi-vérités? Il avait bâti sa vie sur le contrôle, et voilà qu'une femme sans domicile, du moins en apparence, le poussait dans l'incertitude la plus totale. Le soir même, il ne dormit pas. Il resta dans son bureau, feuilletant mentalement ses souvenirs, d'affaires, les noms entendus à des réceptions, les dynasties anciennes du pays. Le nom Duret revenait avec une clarté croissante, une famille liée à des domaines viticoles, ancienne, influente, disparue depuis plus d'une décennie dans des circonstances floues. Le lendemain, il contacta discrètement un de ses analystes, privé, un homme habitué à retrouver des héritiers perdus ou des comptes offshore. Il lui demanda un rapport complet sur le nom Duret, en particulier une certaine Camille, née entre les années 90 et 2000. Il ne s'attendait pas à des réponses immédiates, mais au fond, il savait qu'il venait de déclencher quelque chose, une nouvelle phase du jeu, ou peut-être une vérité qui allait tout remettre en question. Camille, elle, dormait dans la chambre d'amis, paisible, comme si elle savait déjà ce qu'il allait découvrir. Le rapport arriva moins de 48 heures plus tard, livré en main propre par un coursier discret. Étienne attendait ce document avec une tension rare, assis dans son bureau, une tasse de café froid abandonnée à côté du clavier de son ordinateur. Il ouvrit l'enveloppe, feuilleta rapidement les premières pages, puis ralentit en tombant sur les sections les plus détaillées. Le nom Duret figurait bien dans les archives les plus prestigieuses. Domaine Duret, fondé en 1752 dans la région bordelaise, spécialisé dans des crus de garde reconnus dans toute l'Europe. Un empire viticole respecté, transmis de génération en génération. Les dernières informations, publiques, datèrent d'une dizaine d'années. La mort soudaine de Jean-Baptiste Duret, patriarche, suivie par celle de son épouse quelques mois plus tard. Aucune mention d'un héritier direct n'avait jamais été confirmée. Et le domaine avait été placé sous curatelle avant d'être gelé par l'État pour litiges successoraux non résolus. Mais au milieu du rapport, un nom surgit. Camille Duret, née à Paris, 15 février 1999, fille unique, déclarée pupille de la nation après un scandale impliquant des dissensions internes, puis envoyée en internat à l'âge de 14 ans. Plus aucune trace officielle ensuite, hormis quelques mentions disparates dans des listes scolaires. Disparue du système, volontairement ou non. Étienne reposa le dossier sur son bureau, le regard fixe. Tous les morceaux prenaient place. Son comportement, son calme, son regard toujours en retrait, mais jamais perdu. Elle n'était pas une inconnue sans histoire. Elle était héritière d'un empire plus ancien, plus respecté et peut-être plus influent que le sien. Il se leva brusquement, traversa l'appartement, frappa à la porte de la chambre d'amis. Pas de réponse. Il entra. Vide. Les draps défaits, la fenêtre entr'ouverte. Il sentit une montée d'angoisse irrationnelle. Était-elle partie? Avait-elle deviné ce qu'il avait fait? Puis la sonnette retentit. Il fit demi-tour à grandes enjambées, ouvrit la porte. Une femme en tailleur noir se tenait là, rigide et polie. « Bonjour, je suis Meulemoine, avocate du cabinet Mignard, un associé. Je suis ici pour parler à Madame Camille Duret. » Étienne resta figé, incapable de masquer sa surprise. Elle n'est pas là. Puis-je savoir de quoi il s'agit? Je suis désolé, monsieur Moreau, mais je ne suis autorisé à m'adresser qu'à Madame la Présidente. Pardon? Madame Camille Duret, présidente du Conseil de succession du domaine Duret, selon la régularisation provisoire accordée par le tribunal de commerce de Bordeaux il y a 3 semaines. Étienne resta sans voix. L'avocate, impassible, lui tendit une enveloppe.
Un rendez-vous est fixé pour vendredi prochain à 14 heures au domaine. Sa présence est requise. Il prit l'enveloppe, referma la porte et resta là, immobile. Président, tribunal, 3 semaines, cela signifiait qu'elle savait. Depuis le début, avant même qu'il ne commence à fouiller. Le soir, Camille rentra comme si de rien n'était. Elle portait une veste en jean et un foulard clair noué autour du cou. Elle déposa un sac en papier sur le comptoir, des croissants, encore tièdes. « Tu as eu de la visite ?» dit-il sans préambule. « Je sais. Tu savais qu'elle viendrait ?»« Évidemment. J'ai lancé la procédure moi-même. » Étienne s'approcha, lentement. « Pourquoi tu n'as rien dit ?» Elle le regarda calmement. « Parce que je voulais voir jusqu'où tu irais. »« Tu t'es joué de moi ?»« Non. C'est toi qui as lancé le jeu, Étienne. Tu as fait une mise. Tu as parié sur une femme inconnue. Mais cette fois, tu as perdu. » Il se pinça l'arête du nez cherchant ses mots. Il n'était plus maître de la situation, et ce renversement le fascinait autant qu'il le terrifiait. « Et maintenant, qu'est-ce que tu veux ?»« Ce que je voulais depuis le début, vivre selon mes règles, et que tu me regardes enfin comme une égale. » Il la fixa, cherchant une faille, un masque. Il n'y en avait pas, juste une femme debout, droite, forte, qui avait porté une couronne invisible dans les rues de Paris. Le vendredi suivant, ils prirent le train pour Bordeaux. Étienne n'avait jamais visité le domaine Duret. Lorsqu'ils arrivèrent, il comprit l'ampleur de ce qu'elle représentait. Des hectares de vignes à perte de vue, un manoir en pierre de taille, des caves aussi anciennes que certaines cathédrales. Elle ne venait pas d'un autre monde, elle en possédait un. Et pourtant, en descendant du train, ce fut elle qui lui prit la main. « Prêt pour la suite ?» demanda-t-elle. Il acquiesça, sans mots. Pour la première fois de sa vie, il n'était pas celui qui guidait. Le manoir Duret n'avait rien perdu de sa majesté. Étienne et Camille franchirent les grilles en fer forgé sous le regard de 2 gardiens en uniforme, le soleil filtrant entre les branches d'ormes centenaires bordant l'allée centrale. Devant la façade principale, 3 voitures officielles étaient garées. Un petit groupe de juristes et d'administrateurs les attendait, visiblement préparés à une réunion formelle. Mais dès l'instant où Camille posa le pied sur les pierres claires du parvis, tout changea. Les regards se firent plus respectueux, les conversations s'interrompirent et les plus anciens membres du personnel s'inclinèrent avec émotion, comme si le retour de leur véritable héritière effaçait une décennie de silence et d'incertitude. Étienne, silencieux, se contentait d'observer. Il comprenait désormais l'ampleur de ce qu'elle lui avait dissimulé. La réunion se tint dans le grand salon d'apparat, dont les murs étaient couverts de portraits de famille. Camille y prenait naturellement place à la tête de la longue table en acajou, là où avait siégé son grand-père autrefois. Étienne, assis à sa droite, gardait un profil bas. Meulemoine, l'avocate, exposa les points essentiels. Le transfert légal de la direction du domaine, la validation des actifs, la réactivation des circuits de distribution, la relance de la production. Camille signait avec assurance, posant des questions précises, parfois techniques. Il n'y avait plus aucune trace de la musicienne des trottoirs. Elle était la présidente, sans équivoque. Après la réunion, ils se retirèrent dans une pièce plus intime du manoir, autrefois bibliothèque, reconvertie en bureau temporaire. Un feu doux brûlait dans la cheminée. Camille s'assit dans un fauteuil ancien, croisa les jambes et sortit de son sac un exemplaire du contrat prénuptial. « Je vais te poser une question simple, dit-elle en le fixant. Pourquoi l'as-tu fait? Le mariage? La recherche? La fouille dans ton passé? Lequel? Tout. Dis-moi la vérité, Étienne. » Il s'approcha de la fenêtre, regardant les vignes à l'horizon. Au début, c'était de l'orgueil, un pari ridicule, puis de la curiosité. Tu ne rentrais dans aucune case. Et maintenant, il se retourna vers elle. Maintenant, je ne sais plus si je cherche à te comprendre ou à te rattraper. Elle ne dit rien pendant un moment, puis déchira lentement le contrat, feuille par feuille, les confettis juridiques tombant entre ses genoux. « Je ne veux rien de ton argent, Étienne. Pas un centime. Je n'ai jamais voulu ton monde. Alors pourquoi avoir accepté? Parce que j'avais besoin de vérifier si, en dehors des titres, des fortunes, des façades, il restait quelque chose d'authentique chez toi. » Il s'approcha lentement, la regardant avec une intensité nouvelle. « Et alors? Verdict? »
Pas encore prononcé, répondit-elle. Il se pencha vers elle. Je t'ai peut-être sous-estimé, Camille, mais tu m'as défié comme personne ne l'a jamais fait. Tu as volé ma tranquillité. Je ne suis pas là pour la restaurer, Étienne. Ils restèrent ainsi, face à face, dans un duel silencieux de regards et d'intentions. Il aurait pu l'embrasser, elle aurait pu le repousser. Mais rien ne se produisit. Tout restait suspendu dans l'air, comme si l'équilibre venait justement de cette tension. Le lendemain, ils retournèrent à Paris. Le trajet en train fut muet, mais pas vide. Chacun semblait réfléchir aux nouvelles règles du jeu redéfinies par cette confrontation. Étienne recevait déjà des appels de journalistes curieux de la rumeur bordelaise. Il ignorait tout. Camille, elle, répondait à ces messages avec un détachement souverain, comme si elle avait toujours été au centre d'un empire qu'elle avait choisi de quitter, puis de reprendre. Une semaine plus tard, un dîner privé fut organisé dans l'appartement d'Étienne. Il avait personnellement préparé un plat de saison avec effort. À la fin du repas, il posa un document sur la table. « Voilà mon tour. » Camille fronça les sourcils. Le dossier contenait un projet de partenariat stratégique, une alliance entre Morotech et le domaine Duret, pour un programme de digitalisation et de traçabilité haut de gamme des crus. Elle feuilleta sans émotion apparente, puis leva les yeux vers lui. « Tu veux me proposer un contrat maintenant ? Je veux qu'on soit partenaires, en affaires, en vérité. Si tu veux me défier, fais-le à armes égales. » Elle referma le dossier. « Je n'accepte aucun contrat sans discussion. Pas plus celui-là que le précédent. » Étienne sourit. C'est un début. Le rapport de force s'équilibrait. Non plus un jeu d'apparence, mais un dialogue réel entre deux êtres forgés dans l'ambition, la douleur et l'indépendance. Camille n'avait jamais eu besoin de lui, mais elle avait choisi, pour une raison encore floue, de lui laisser une place. Étienne, pour la première fois, ne cherchait pas à conquérir, mais à mériter. Et dans cette inversion lente des rôles, quelque chose de neuf, d'inattendu, prenait racine. Les jours suivants s'écoulèrent dans une routine étrange et fragile, ponctuée de silences lourds et d'échanges subtils. Étienne sentait que quelque chose s'était ouvert, mais il ne parvenait pas encore à pénétrer la couche la plus profonde de Camille. Il ne savait que ce qu'elle acceptait de montrer, et cela lui était désormais insupportable. Il n'avait plus envie de dominer, ni de jouer. Il voulait comprendre. Un soir, alors qu'elle s'endormait dans la chambre qu'elle n'avait jamais quittée, il se rendit dans la bibliothèque. Il sortit le dossier du domaine Duret qu'il avait conservé et s'attarda sur une note en bas de page. Internat Sainte-Marie de la Forêt, Haute-Loire. Rentré en 2013, il avait enfin une piste claire. Le lendemain, il prit un vol privé pour le Puy-en-Velay. L'internat se trouvait à 1 heure de route, isolé dans un ancien monastère reconverti en établissement pour jeunes filles en situation sensible. Le bâtiment austère, aux murs de pierre couverts de mousse, évoquait une rigueur presque militaire. L'administratrice actuelle, une femme sèche nommée Madame Chauvet, accepta de le recevoir, impressionnée par le nom Moreau. Camille Duret, oui bien sûr. Une élève brillante mais difficile, solitaire, provocatrice, parfois violente dans ses refus d'autorité. Elle ne recevait jamais de visite. Pourquoi a-t-elle été envoyée ici? Discrétion totale, monsieur. Mais il y avait des murmures, un scandale familial, quelque chose d'assez grave pour que ses tuteurs exigent un éloignement immédiat. Étienne insista, obtint quelques lettres archivées. Il y trouva la mention d'un incident. Disparition volontaire, retrouvée à Paris 2 semaines plus tard, âgée de 16 ans. Elle avait fugué, repris sa liberté, puis plus rien. Aucune trace jusqu'à sa rencontre dans le 11e arrondissement. Il rentra à Paris le soir même, secoué. Ce n'était pas seulement une héritière déchue qu'il avait rencontrée, c'était une jeune femme brisée, isolée volontairement, qui avait choisi l'errance plutôt que l'humiliation. Le lendemain, il organisa une répétition générale du mariage, une exigence du notaire pour valider le contrat civil. Camille accepta, ironique. Elle choisit une robe simple, presque trop sobre, et refusa toute mise en scène. Étienne, lui, était tendu, le regard constamment attiré par son visage fermé. À midi, alors que tout était en place, Camille disparut. Personne ne l'avait vu quitter l'immeuble. Son téléphone était éteint.
Étienne fit immédiatement appel à Léon, lança ses contacts privés, prévint les autorités discrètement. Il relut les dernières conversations, chercha un indice dans ses gestes, ses regards. Rien. Elle s'était volatilisée comme elle était apparue, sans prévenir, sans bruit. Il passa la nuit à marcher dans l'appartement. Tout lui semblait faux, creux, inutile. Chaque meuble, chaque tableau, chaque miroir lui renvoyait l'image d'un homme réduit à l'impuissance. Le silence le rongeait. Le matin suivant, il trouva une enveloppe glissée sous la porte. À son nom. Il l'ouvrit d'une main tremblante. « Étienne, je suis parti. Pas pour fuir, mais pour respirer. J'ai besoin de savoir si tu m'aimes pour ce que je suis, ou pour ce que tu sais désormais de moi. Quand nous nous sommes rencontrés, tu m'as regardé comme un défi, puis comme une énigme, et maintenant peut-être comme un trophée à rattraper. Mais moi, je veux être une femme qu'on choisit dans l'incertitude, pas dans l'évidence. Si tu tiens à moi, ne me poursuis pas. Trouve-moi. Camille. » Il resta figé, la lettre entre les mains. Ce n'était pas une fuite. C'était un test. Et cette fois, elle posait les règles. Il prit une décision radicale. Le jour même, il appela le notaire, annula officiellement la cérémonie prévue, fit retirer les fleurs, renvoya les traiteurs. La nouvelle se répandit vite et déjà les rumeurs commençaient à circuler dans les milieux d'affaires. Étienne Moreau, abandonné devant l'hôtel. Étienne Moreau trahi par une inconnue. Il ne répondit à aucun appel. Pour la première fois, il n'avait pas de stratégie, pas de plan, pas de masque. Il avait juste une lettre et une femme qu'il ne comprenait pas encore, mais qu'il ne pouvait plus ignorer. Et une seule certitude, il allait la retrouver. Non pas pour la convaincre, mais pour lui montrer qu'il était enfin prêt à la regarder en face. La semaine qui suivit fut un gouffre. Étienne, retranché dans son appartement silencieux, ne recevait plus personne. Les rideaux restaient tirés, les repas oubliés dans le four, les messages s'accumulaient sans réponse. Camille était partie, et avec elle, quelque chose d'essentiel s'était effondré. Il comprit avec un mélange d'amertume et de lucidité que ce n'était pas seulement son orgueil qui avait été blessé. C'était sa façade, toute, entière. Il relisait la lettre chaque soir, comme si un second sens allait s'y révéler. Mais les mots étaient en clair. Elle ne voulait pas être rattrapée. Elle voulait être reconnue. Étienne, homme de contrôle, de pouvoir et d'anticipation, devait cette fois jouer sans carte en main. Et c'était précisément là qu'il devait prouver qu'il la méritait. Il décida de couper les ponts. Il désactiva ses comptes professionnels, fit une pause à la tête de Morotech, prétextant un retrait stratégique. Il refusa toute entrevue, toute explication publique. L'Empire trembla. Les actionnaires s'inquiétèrent, mais lui n'avait plus rien à justifier. Il fouilla d'abord Paris. Il retourna dans le 11e arrondissement, là où tout avait commencé. Il interrogea les commerçants, les passants, les musiciens de rue. Aucun n'avait vu Camille. Il passa ensuite à Montmartre. Même silence. Il visita l'ancienne maison qu'elle avait désignée du regard. Interrogea à nouveau M. Delorme, l'antiquaire. Ce dernier secoua la tête avec un sourire triste. « Elle a toujours su disparaître quand il le fallait. Vous ne la trouverez pas comme ça. » Étienne comprit. Il ne devait pas chercher un lieu. Il devait comprendre le sens de sa disparition. Alors il retourna au domaine d'Uray. Là, dans le calme doré des vignes bordelaises, il visita chaque recoin qu'il n'avait pas pris le temps de découvrir auparavant. Il interrogea les anciens employés, les registres, les caves. Il chercha non pas un indice, mais une trace de l'âme de Camille. Quelque chose qui lui dirait où elle aurait pu aller pour redevenir elle-même, loin de tous. Ce fut dans une cave secondaire, oubliée sous un vieux chai en ruine, qu'il trouva un carnet, caché sous une latte disjointe du plancher. C'était un journal. Les pages, écrites d'une main fine, contenaient des poèmes, des pensées décousues, des esquisses de mélodie. Il reconnut certains mots qu'elle avait murmurés dans son sommeil, des refrains qu'elle chantonnait dans la douche. Tout prenait sens. Au dernier feuillet, une note. Si un jour je devais revenir à l'origine, ce serait là où le vin ne coule plus, là où la vigne dort. Il retourna voir Meulemoine, l'avocate, et lui demanda s'il existait un lieu abandonné, lié à la famille Duret, oublié des cartes officielles. Il y a une annexe au nord de la Gironde. Une ancienne exploitation jamais reprise après le décès de la mère de Camille. Personne n'en parle. C'est presque un fantôme. Il partit le jour même. Le trajet fut long. Les routes de campagne, sinueuses,
bordée d'arbres encore nus malgré le printemps avancé. Enfin, il vit les murs d'une vieille bâtisse, effacée par le temps, mais encore debout. Le portail était entrouvert. Il entra. Le silence était total. Seule la brise remuait les feuilles au sol. Il avança lentement, traversa la cour, puis poussa la porte grinçante de la maison. Une odeur de poussière, de bois ancien et de quelque chose de floral envahit ses narines. Et là, dans le salon au papier peint délavé, assise sur un vieux fauteuil face à une cheminée éteinte, elle était là. Camille. Elle ne bougea pas, ne sembla pas surprise. « Tu as mis du temps. » Étienne s'approcha, incapable de cacher son émotion. « Je n'ai pas su comment chercher autrement qu'en enlevant ce que j'étais devenu. » Elle le regarda, les yeux calmes. « Alors tu as compris que ce n'est pas ton nom, ni ton héritage, ni ton absence qui compte, mais ce que je ressens quand je ne peux plus t'appeler par ton prénom. » Elle sourit lentement. « Tu veux toujours m'épouser ?» Il s'agenouilla devant elle. « Pas pour l'honneur, ni pour le défi, mais parce que je ne sais plus exister sans l'idée que tu puisses me dire « oui ». Elle ferma les yeux un instant comme pour graver cet instant, puis ouvrit à nouveau les paupières. « Alors tu vas devoir m'écouter, parce que ce que je vais te dire va tout changer. » Il resta immobile, concentré. Camille se leva, marcha jusqu'à une armoire au fond de la pièce et en sortit un dossier qu'elle posa sur la table. Elle l'ouvrit. « Voici les actes de reprise du domaine, datés de 6 semaines avant notre rencontre. » Il fronça les sourcils. « Tu avais déjà tout repris ? » ?»« Oui. Je savais que tu viendrais, que tu perdrais ce pari, que tu me verrais comme une étrangère. » Il sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Tu m'as piégé. » ?»« Non, je t'ai offert une sortie. Tu l'as saisie. Maintenant, la question est, veux-tu rester, même en sachant que je savais tout depuis le début ?» Le silence fut long. Étienne la regarda, plus vrai que jamais. « Oui, parce que tu m'as démasqué, et je ne veux plus porter de masque. » Elle tendit la main. « Alors prépare-toi. La suite ne sera pas plus simple, mais elle sera nôtre. » Le lendemain de leur retrouvaille, dans l'ancienne maison familiale, Camille et Étienne s'éveillèrent tôt. La lumière de l'aube filtrait à travers les volets entr'ouverts, dessinant des lignes pâles sur les murs décrépits. Ils ne parlèrent pas tout de suite. Il n'y avait rien à expliquer, plus rien à justifier. Ils avaient atteint cette rare intensité où le silence remplace les promesses. Camille se leva la première. Elle enfila une chemise en lin posée sur une chaise, puis sortit dans la cour. Étienne la suivit quelques minutes plus tard. Il la trouva debout, les bras croisés, observant les rangées de vignes à l'abandon. Des ceps dénudés, des parcelles noyées sous les herbes folles, un royaume endormi. « Tu comptes restaurer tout ça seul ?» demanda-t-il. Elle tourna légèrement la tête vers lui sans détourner le regard du paysage. « Non, pas seul, mais pas non plus selon les règles anciennes. Et si je t'aidais ?» proposa-t-il. Elle se retourna pleinement cette fois. « En tant que quoi? Investisseur? Conseiller? Mari? »« Partenaire. Un mot que tu as refusé autrefois. Aujourd'hui, je le redis. Sans contrat, sans clause. » Camille hocha lentement la tête. « D'accord, mais à une condition. » Étienne haussa un sourcil. « Laquelle? » « Tu abandonnes ton poste chez Morotech, définitivement. Pas de retour, pas de contrôle à distance, pas de double jeu. Si tu veux construire quelque chose ici, avec moi, ce sera sans ton empire. Tu dois te détacher de ce que tu étais. » Il resta figé. C'était plus qu'une demande. C'était une exigence qui allait à l'encontre de tout ce qu'il avait bâti. Il sentit sa gorge se serrer, une réaction purement instinctive. « Tu veux que je renonce à tout ce que j'ai construit ? Non, je veux que tu choisisses. Ce que tu veux construire maintenant. Avec qui et pourquoi ?» Elle ne le disait pas avec dureté, mais avec cette clarté tranquille qui faisait d'elle une force impossible à ignorer. Il regarda les vignes, puis ses mains, puis elle. « Et toi, tu abandonnes le domaine aussi ?»« Non, mais je le transforme. Il ne sera pas une reconstitution du passé. Il sera autre chose. Et pour cela, je n'ai besoin de personne qui regarde en arrière. » Il ne répondit pas. Il prit une longue inspiration, sentit l'odeur du vent sur la terre humide, puis il dit « Très bien, je vends, je me retire. » Camille ne montra aucun triomphe. Elle s'approcha, posa la main sur sa joue. « Alors nous pourrons commencer. » Ce même jour, Étienne contacta son conseil d'administration.
Il convoqua une réunion extraordinaire pour le lundi suivant. À la stupéfaction générale, il annonça son retrait immédiat, sans préavis, sans volonté de garder un siège au Conseil. Il remercia ses partenaires, offrit une transition fluide, puis quitta la salle, sourd aux tentatives de le retenir. Dans les journaux, la nouvelle fit l'effet d'un séisme. Le prodige de la tech quitte tout pour une inconnue. L'empire Moreau sans son fondateur. Durait le nom derrière la chute ou la renaissance? Mais Étienne, à l'abri dans le sud-ouest, loin du tumulte, commençait une autre vie. Il travaillait aux côtés de Camille, redessinait les plans de la propriété, rencontra les anciens employés pour écouter leurs histoires. Il s'initia à la culture du vin, à la topographie des sols, au rythme des saisons. Il apprenait sans prétention. Camille, elle, dirigeait avec une autorité discrète. Elle ne donnait pas d'ordre, elle inspirait. Sa vision était claire. Allier tradition et modernité, créer un vin non pas de luxe mais d'âme. Chaque bouteille porterait une histoire, un souvenir, une trace de la terre oubliée. Un soir, alors qu'il dînait sous une tonnelle éclairée par des lanternes, Étienne brisa le silence. « Tu savais, depuis le début, que je finirais par choisir. »« Non, je savais que tu avais le choix, c'est différent. » Il sourit, l'observant avec cette tendresse qu'il n'avait jamais ressentie pour personne. « Tu m'as rendu meilleur, pas parce que tu as essayé de me changer, mais parce que tu m'as montré ce que je n'étais pas encore. Et toi, tu m'as rappelé que je n'avais pas à disparaître pour exister. » Ils trinquèrent, un verre de vin rouge rubis à la main. Pas encore une cuvée Duret nouvelle génération, mais un avant-goût de ce qui allait venir. À ce moment précis, dans le calme de cette nuit bordelaise, sans flash, sans bruit, sans promesse inutile, ils étaient enfin ce qu'ils avaient toujours refusé d'être, vulnérables et ensemble. Le domaine Duret renaissait lentement. L'odeur de terre retournée, les grappes naissantes et les voix de travailleurs résonnaient à nouveau dans les collines silencieuses. Étienne, vêtu désormais de vêtements pratiques, les manches retroussées, travaillait chaque matin avec les ouvriers, goûtait les premiers résultats de vinification artisanale et prenait des notes dans un carnet usé. Camille l'observait, de loin, souvent sans intervenir, mais avec un regard où brillait quelque chose de plus fort que l'amour, le respect. Un mois après son retrait officiel de Moreau Tech, un vent de curiosité médiatique souffla à nouveau. Des journalistes, tenaces, avaient retrouvé la trace du couple dans le sud-ouest. Les titres recommencèrent à fuser. Un empire pour une femme. L'héritière cachée reprend le trône. Et si Camille Duret n'avait jamais été perdue? Étienne proposa de tout officialiser. Pas seulement leur partenariat viticole, mais aussi leur relation. Il voulait que leur union ne soit plus un simulacre né d'un pari, mais un choix mûri par les jours passés côte à côte. Camille accepta, mais à une condition. Le mariage serait discret, sincère, loin, des projecteurs. Une chapelle de pierre, un prêtre local, quelques témoins. Pas de robe de créateur, pas de contrat de mariage. Juste eux et leur histoire. La cérémonie fut prévue un dimanche matin, dans une petite chapelle au bord d'un champ de lavande. Le ciel était d'un bleu franc et la lumière tombait en nappes dorées sur les pierres anciennes. Camille portait une robe simple, sans bijoux. Étienne un costume de lin clair. Aucun des deux ne souriait pour la galerie. Ils se regardaient comme deux promesses tenues. Mais alors que les derniers invités prenaient place, Léon, le fidèle garde du corps devenu désormais homme de confiance dans la gestion du domaine, s'approcha discrètement de Camille, lui glissant une petite enveloppe dans la main. « C'est le moment, dit-il simplement. » Camille garda la lettre fermée jusqu'à la fin de la cérémonie. Après l'échange des vœux, après le baiser, après les applaudissements retenus, elle emmena Étienne à l'écart dans un sentier ombragé bordé de chênes. « Il y a quelque chose que tu dois savoir, dit-elle. » Elle sortit la lettre, la lui tendit, mais le regarda droit dans les yeux au lieu de le laisser lire. « Depuis le début, tu pensais que tu avais choisi. Mais c'est moi qui avais le contrôle. »« Comment ça? Le soir de notre rencontre dans l'11e, tu pensais tomber par hasard sur une inconnue. En réalité, c'est moi qui t'attendais. » Il fronça les sourcils, déstabilisé. « Tu m'attendais? Tu savais que je viendrais? »« Oui, parce que Léon travaille pour moi depuis des années. » Il recula d'un pas, la bouche entr'ouverte. « Léon, mon garde du corps ?»« Ton garde du corps, que j'ai engagé bien avant que tu le rencontres. C'est un ancien employé de mon grand-père.
Il a toujours su où je me trouvais. Il t'a approché parce que je le lui ai demandé. Et quand tu as lancé ce pari idiot, il m'a prévenu. » Le monde vacilla un instant autour de lui. Chaque détail, chaque moment de cette aventure semblait se redessiner à l'encre noire. « Tu m'as piégé depuis le début ? » ?»« Non, je t'ai observé. J'ai attendu de voir qui tu étais. Et quand tu es venu vers moi, j'ai vu une opportunité. Pas pour te manipuler, mais pour provoquer un homme qui avait oublié ce que signifiait perdre. Il ne savait pas quoi dire. Son orgueil, son admiration, son humiliation, tout se bousculait en un tourbillon d'émotions contradictoires. « Tu m'as menti. Non, je t'ai donné toutes les pièces. Tu as juste mis du temps à les assembler. Et si je n'avais pas changé, si j'étais resté ce que j'étais, alors je t'aurais laissé derrière moi, comme tous les autres. » Elle s'approcha, doucement, sans hostilité. « Mais tu as changé, Étienne. Tu as quitté ton trône. Tu as arraché ton masque. Tu es devenu un homme. Et c'est pour ça que je t'ai dit oui. » Il la regarda longtemps. Puis, à sa propre surprise, il sourit. « Tu m'as battu à mon propre jeu. » « Non. On a arrêté de jouer, enfin. » Il l'a pris dans ses bras, sans colère, sans peur. Et dans cette étreinte, il y avait tout. La vérité, la trahison, le pardon, la renaissance. Le lendemain, ils reçurent un appel inattendu. Le directeur d'un fonds européen leur proposait une fusion. Une alliance entre le domaine Duret, récemment relancé, et les restes de l'empire Morotech, désormais orphelin de son fondateur. « Ce que vous êtes en train de construire, c'est plus qu'un produit, c'est une vision. Et nous voulons y investir, dit-il au téléphone. » Camille et Étienne échangèrent un regard. « On ne fusionnera pas nos noms, mais on peut unir nos ambitions, » répondit-elle. « Dans ce cas, le monde n'a encore rien vu, » conclut Étienne. Le soleil s'élevait lentement au-dessus des vignes de Bordeaux, projetant sur les ceps des lueurs d'ambre et de bronze. Le domaine Duret, qui renaissait de ses cendres, résonnait d'une activité paisible. Le bruit des outils, les pas des ouvriers, les rires étouffés entre les rangées de vignes. Mais ce matin-là, tout semblait suspendu, comme si le silence lui-même avait accepté de se faire complice. Dans la petite chapelle de pierre, nichée à l'orée de la propriété, un mariage discret allait avoir lieu. Aucune célébrité, aucun photographe. Juste quelques amis proches, des membres anciens du personnel, Léon, toujours fidèle, désormais debout entre deux mondes, et le vieux Delorme, venu expressément de Montmartre, porteur d'une émotion à peine contenue. Étienne portait un costume sobre, parfaitement taillé, sans extravagance. Il se tenait droit, mais son regard trahissait une tension que rien au monde n'aurait pu effacer. Cette fois, ce n'était ni un pari, ni un symbole. C'était un engagement, un renoncement, un choix nu. Camille entra sans musique. Elle portait une robe crème, fluide, sans voile. Elle marchait lentement, le regard droit, sans affectation. Pas de sourire forcé, pas de mise en scène. Juste elle, dans toute sa vérité. Le prêtre, un homme âgé au visage doux, les accueillit avec simplicité. La cérémonie ne dura pas plus de 20 minutes. Les vœux, échangés à voix basse, furent entendus seulement par ceux qui savaient écouter. Aucun mot grandiloquent. Seulement deux voix, enfin égales, qui se promettèrent de construire quelque chose à partir de rien. Lorsque le prêtre déclara « Je vous déclare unis devant ce lieu, devant ces témoins et devant ce que vous êtes devenus », les applaudissements furent légers, presque timides. Camille et Étienne ne s'embrassèrent pas immédiatement. Ils restèrent un instant immobiles, les mains liées, les regards plongés dans une profondeur qui n'avait plus besoin de mots. Puis enfin, leurs lèvres se trouvèrent, sans théâtre, sans conquête, avec la gravité d'un serment. À la sortie de la chapelle, sous les feuillages balancés par le vent léger, Léon s'approcha d'eux. Il tendit une tablette à Étienne, qui fronça les sourcils. « Vous devriez voir ça. » Sur l'écran, un communiqué officiel. Le Fonds européen mentionné quelques jours plus tôt venait d'annoncer officiellement la fusion stratégique entre le domaine Duret et les actifs restants de Morotech. L'accord avait été finalisé pendant la nuit, sans tambour ni trompette, mais avec une précision implacable. Le groupe Duret & Moreau devient le plus grand conglomérat privé d'innovation technologique et de production viticole d'Europe. Lut Étienne à haute voix, presque incrédule. Camille jeta un œil sur l'écran, puis haussa les épaules avec un sourire léger.
On dirait que la cérémonie a été doublement productive. Il la regarda, mi-amusé, mi-impressionné. « Tu avais tout prévu ?»« Non, mais j'ai appris que le meilleur moment pour sceller une alliance, c'est quand personne ne la voit venir. » Ils rirent tous les deux, un rire franc, libéré de tous poids anciens. Les jours suivants, la nouvelle fit la une de tous, les grands médias économiques. Les journalistes spéculaient, les analystes débattaient, les concurrents paniquaient. Mais Camille et Étienne restaient à l'écart, refusant interviews et commentaires. Ils travaillaient ensemble dans les bureaux rénovés du domaine. Ils goûtaient les premières cuvées, échangeaient avec les ingénieurs, affinaient leur vision. Ils n'étaient plus les personnages d'un conte improbable, ils étaient devenus une force tangible, insaisissable. L'union de deux volontés, forgées dans la solitude et affinées dans l'épreuve. Un soir, alors que le soleil disparaissait lentement derrière les collines, Étienne leva son verre et regarda Camille. « Tu regrettes quelque chose ? Juste de ne pas avoir parié, sur moi plus tôt. Tu aurais perdu, je n'étais pas prêt. » Elle hocha la tête. « Peut-être, mais tu es là maintenant. » Ils trinquèrent en silence. Et dans ce silence, il y avait toute la promesse d'un avenir qui ne dépendait plus de leur passé, mais de ce qu'ils avaient choisi de devenir. La nuit était tombée sur le domaine d'Uray, enveloppant les collines de Bordeaux dans un manteau de velours. Le manoir, doucement illuminé par des lanternes suspendues entre les arbres et des guirlandes discrètes, vibrait d'une atmosphère feutrée. Ce n'était pas une fête mondaine, ni un événement d'affaires. C'était une célébration privée, réservée à ceux qui avaient contribué d'une manière ou d'une autre à cette transformation improbable. Les ouvriers, les anciens employés, Léon, Delorme, quelques collaborateurs de l'ombre, tous étaient réunis autour de longues tables en bois dressées dans la cour intérieure. Le repas était simple mais raffiné, préparé avec les produits du terroir. Pas de discours officiel, pas de flash, pas de caméra. Juste une soirée sincère. Camille et Étienne circulaient parmi les invités, saluant chacun avec chaleur, trinquant sans excès. Ils ne portaient pas de tenues ostentatoires. Elle, une robe noire en coton brut, lui, une chemise blanche ouverte au col. Ils riaient, échangeaient des anecdotes. Parfois se cherchaient du regard à travers la foule, comme s'ils redécouvraient encore, même après tout, la présence de l'autre. Vers minuit, un silence spontané s'installa lorsque Camille frappa doucement son verre avec une cuillère. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle se leva, un verre de vin rouge foncé à la main, un de ceux récemment mis en bouteille sous leur nouveau label. « Il y a quelques mois, dit-elle, j'étais assise sur un trottoir à Paris, avec un violon cassé et un nom que j'avais enterré. Je ne cherchais rien, certainement pas un mariage. Quelques rires discrets éclatèrent dans l'assemblée. Et puis est arrivé un homme, arrogant, riche, insupportable, mais curieusement sincère dans sa folie. Étienne sourit sans détourner les yeux. Je l'ai laissé entrer. Je l'ai testé, défié, trahi peut-être un peu, mais il est resté. Il a regardé derrière les apparences. Et il m'a laissé faire la même chose. » Elle marqua une pause, le silence était total. « Ce soir, je veux porter un toast, pas à notre réussite, pas à notre alliance, mais à ce que nous avons perdu pour pouvoir nous rencontrer. Car parfois, pour trouver quelqu'un de vrai, il faut perdre une certitude, ou même perdre un pari. » Elle leva son verre. Tous imitèrent le geste. Étienne se leva à son tour. Il attendit que les murmures se calment. « Je n'ai jamais su perdre. Ce n'était pas dans mon ADN. Mais ce soir, je suis heureux d'avoir perdu. Parce qu'en perdant, j'ai trouvé une femme qui ne voulait rien de moi. Sauf que je sois vrai. » Il se tourna vers Camille, son regard ancré dans le sien. « À celle qui m'a défait puis relevé. À celle qui m'a appris que parfois, tout ce qui compte, c'est ce qu'on choisit de bâtir après avoir tout quitté. » Un silence profond précéda l'explosion d'applaudissements. Mais ce fut bref, contenu. L'instant était trop dense pour le bruit. Ils trinquèrent. Le vin avait le goût du sol, du bois, du fruit mûri au bon moment. Mais surtout, il avait le goût de ce qu'ils avaient créé ensemble. Il n'était pas parfait. Il était sincère. La soirée reprit lentement. Quelques pas de danse, des conversations étouffées, des regards échangés dans la douceur de la nuit. Camille et Étienne s'éloignèrent un instant, main dans la main pour marcher dans les rangs de vignes, comme ils le faisaient désormais chaque soir. « Tu crois qu'on a fini de changer ?» demanda-t-elle. « J'espère que non. » Elle
hocha la tête, satisfaite de la réponse. « Alors on a encore beaucoup à faire. » Ils s'arrêtèrent près d'un vieux cep de vigne, celui que Camille avait sauvé de la coupe. Elle s'agenouilla, passa la main sur l'écorce rugueuse. Il avait l'air mort, mais il a survécu. Il suffisait de croire en lui. Étienne s'accroupit à ses côtés. « Comme toi ?» Elle sourit. « Non. Comme nous. » Ils restèrent là un moment, au milieu de la terre, du silence et des promesses. Et pour la première fois, le passé, le présent et l'avenir semblaient danser ensemble, sans heurte. Et dans cette nuit sans couronne, sans fortune visible, sans bruit, ils levèrent leurs verres une dernière fois. « À nous! À nous !»